le comité de défense a tenu à venir faire une intervention et en présence de nombreux adhérents de notre comité. Madame la présidente de la CME, Madame, Monsieur les représentants des personnels, Madame, Monsieur les représentants des usagers, Madame, Messieurs les élus, Madame la directrice du GHT, Madame Pénard, Monsieur le directeur, Monsieur Barvotte, Mesdames, Messieurs. Donc, comme je le disais, on était déjà devant vous il y a 6 mois pour dénoncer les difficultés d'accès aux soins des Trégorois. Cette appréciation est d'ailleurs quasi unanime. Elle est liée à la dégradation de l'offre de soins et à la réalité d'un seuil d'alerte atteint. Des dizaines de maires du département, dont plusieurs de LTC, avaient pris un arrêté exigeant la garantie de l'égalité d'accès aux soins face à une offre sanitaire insuffisante. Ces arrêtés demandaient à l'État et à l'ARS, l'Agence régionale de santé, un plan d'urgence garantissant des hôpitaux publics de plein exercice, accessibles 24 heures sur 24, ainsi que des moyens, notamment 10 véhicules SMUR neufs pour le territoire du groupe hospitalier Armor, le GHA, comme on a l'habitude communément de le nommer. La réponse du préfet n'a pas été malheureusement à la hauteur de cet enjeu et n'a pas permis un dialogue et de trouver ensemble des solutions. Sa seule réaction a été de faire comparaître ses élus devant le tribunal administratif, affichant une volonté de tenter par tous les moyens de nier les effets désastreux d'années de sous-financement de l'hôpital public, d'étranglement de l'accès aux formations médicales et paramédicales, de fermeture de milliers de lits dans le public et de transfert des activités rentables vers le privé, qui ont conduit à cette situation que l'on connaît dans le Trégor, de déserts médicaux et de marchandisation de la santé. Dans le privé lucratif, les dépassements d'honoraires des médecins sont quasi systématiques et s'additionnent lourdement pour les malades. Chirurgiens et anesthésistes pour l'opération, accompagnés de dépassements du tarif conventionné pour les consultations. Ces restes à charge pèsent lourdement pour les malades qui deviennent dans ces cliniques des clients. Pour rappel, la polyclinique du Trégor à Lannion dépend de la clinique de Plérin, où cet exercice du dépassement tarifaire est bien huilé. La population est confrontée à cette réalité. La population n'a plus le choix de son parcours de soins. Il est temps de dire stop à ce scandaleux siphonnage d'activités dites rentables vers le privé lucratif. La preuve irréfutable de cette situation, c'est que dans le Trégor, l'établissement qui a la plus forte activité chirurgicale n'est plus l'hôpital public Le Foll à Saint-Brieuc, mais l'hôpital privé des Côtes d'Armor à Plérin, qui dépend de la fameuse structure Hospi Grand Ouest, HGO. C'est quoi HGO? C'est une SAS, une société, avec prise de participation dans ces groupements de santé, avec des sociétés commerciales, avec dans la SAS une gestion de titres, bref, c'est une vraie gestion commerciale. Notre département n'échappe donc pas à la logique de marchandisation de la santé. C'est pourquoi, en cette fin d'année, le comité de défense a tenu à rappeler son opposition, on l'avait déjà dit à plusieurs reprises, mais on le rappelle fin 2024, au projet de rapprochement de l'hôpital avec la polyclinique du Trégor. On ne doit pas se laisser faire. Le PRS, le fameux plan régional de santé 2023-27, veut imposer un groupement de coopération sanitaire entre la polyclinique du Trégor et l'hôpital. Les négociations, a priori, se déroulent à bas bruit, sans doute à Saint-Brieuc. Le comité de défense a été reçu en mairie le 10 juillet, il y a donc quelques mois, en présence de M. Le Bihan, de M. Ego, de M. Guarvotte, donc du maire de Lannion, du président de LTC, du directeur de l'hôpital, de Mme Dubu, la sous-préfète, de Mme Bénard, la directrice du GHT, de M. Négrier, le représentant départemental de l'ARS. Face à nos inquiétudes de ce rapprochement, face aux inquiétudes sur les effets de ce projet, les autorités nous ont répondu « Nous vous informerons quand le dossier sera bouclé ». En clair,
circulez, laissez-nous faire. Attention, danger. Ce projet est le cheval de Troie d'Hospi Grand Ouest, de son arrivée directe dans un hôpital privé, dans un hôpital public. Le privé va cannibaliser toute l'activité rentable de notre hôpital, dans un seul dessein, à terme, c'est ce que pense le comité de défense, alimenter encore et encore en activité chirurgicale plérin. Et cette alliance contre nature du privé et du public ne permettrait pas d'étoffer l'offre de soins sur Lannion, contrairement à ce que certains véhiculent comme argument en faveur de cette réalisation. Pour le moment, seule une partie de la construction du bâtiment de consultation privée qui serait installé devant l'hôpital, sur le foncier de l'hôpital, serait financée par l'ARS à hauteur de je ne sais pas combien de millions, mais le projet c'était 6 millions. Et rien pour notre hôpital qui, lui, via le PRS, aurait à minima besoin de 20 millions pour moderniser et pérenniser l'ensemble de ses activités. Ce groupement de coopération sanitaire que veut l'ARS augmenterait les inégalités d'accès aux soins, augmenterait les dépassements tarifaires et ne serait plus accessible aux populations les plus fragiles. D'ailleurs, en juillet, puisque juillet fut un mois décisif, en tout cas d'information sur la santé, va augmenter en juillet la Chambre régionale de la Cour des comptes a émis un rapport. Et dans la synthèse de ce rapport sur l'hôpital de Lannion, je vais les citer, elle dit, cette Chambre régionale de la Cour des comptes, l'établissement, donc l'hôpital de Lannion, examine la faisabilité d'un projet de rapprochement avec son voisin, la polyclinique du Trégor. Sous l'égide de l'ARS, la Chambre estime que sa situation actuelle, donc celle de l'hôpital, ne lui permet pas de s'engager dans cette voie qui comporte d'importantes contraintes immobilières et financières. Il lui faut revoir prioritairement, donc l'hôpital, son activité médicale au regard du contexte actuel de la tarification, face à la concurrence du privé. Pour ce faire, l'établissement est invité à se doter d'un projet d'établissement comportant un volet financier et un schéma directeur. La Chambre régionale le rappelle dans sa recommandation numéro 1, nécessité d'élaborer dès 2024, on est fin 2024, un projet d'établissement répondant aux prescriptions réglementaires fixées par l'article du Code de la santé publique. À l'appui de cette recommandation de la Chambre régionale, et contrairement aux affirmations de M. Négrier, représentant de l'ARS, le comité vous interpelle et réaffirme que l'hôpital doit construire en urgence un projet stratégique, son projet stratégique, qui permettrait de conforter sa mission de prise en charge en proximité des habitants du Trégor. Il donnerait un sens concret aux valeurs de service public hospitalier, il garantirait l'égalité d'accès aux soins de tous, l'adaptation aux évolutions et à la continuité de la prise en charge dans notre hôpital public. Il permettrait de ne plus dépendre des décisions de détricotage des activités imposées par le GHT à Saint-Brieuc et par l'ARS. D'ailleurs, l'arrêt des consultations d'ophtalmologie en novembre, pour tous les patients nécessitant une prescription de lunettes, est une des dernières mauvaises nouvelles pour les usagers de l'hôpital. L'hôpital n'a pas d'ophtalmologue à plein temps. Les ophtalmos de Saint-Brieuc ne veulent ou ne peuvent plus venir à Lannion pour des consultations dites simples. L'hôpital va refuser un nouveau rendez-vous à plus de, on corrigera si ce n'est pas le vrai chiffre, à plus de 1500 Trégorois déjà dans la file d'attente en demande d'une consultation d'ophtalmologie. Où iront-ils ces Trégorois? Dans le privé? À Plérin? À Morlaix? À Brest? À Rennes? Où chercheront-ils un ophtalmologue? À Plérin, une opération de la cataracte à un coût de dépassement tarifaire d'environ 200 € par œil. N'oublions pas que dans les Côtes-d'Armor, près de 15% des retraités sont en situation de pauvreté, avec une pension en moyenne de 790 € par mois. Comment pourront-ils donner 200 € par œil? L'hôpital de Lannion leur fait un beau cadeau de Noël en les privant d'une consultation publique et de la gestion de la prise en charge du tiers payant. Exigeons ensemble des moyens pour ouvrir à toutes et tous cette consultation d'ophtalmologie. Monsieur Le Bihan le sait, la population vieillit
Nous avons besoin d'un hôpital public et de ses consultations accessibles à tous. Au cours de ce conseil, vous allez aborder la situation budgétaire de l'hôpital fin 2024. Notre hôpital affiche un déficit cumulé de 100 millions d'euros. Devant un tel défi de gestion, pour la seule année 2024, c'est 20 millions de déficit pour l'ensemble des structures hospitalières de l'Anion, c'est-à-dire l'hôpital, Trestel, les EHPAD, l'USLD, le CESAD, le CAMS, les instituts de formation. Il ne suffit pas, devant un tel défi de gestion, comme le suggère l'Agence nationale de l'appui à la performance, il fallait inventer le nom, qui était dans les murs de l'hôpital en automne, venu ausculter l'hôpital pour trouver des recettes. On aura son rapport, si j'ai bien compris, en début d'année, le fameux rapport de la NAP, qui prévoirait par exemple, on va citer, puisqu'on est ici dans le bâtiment Joseph Lefebvre et qu'en face il y a l'INRAE, et qu'en rentrant devant l'hôpital, vous êtes passé devant Cargomar, il propose par exemple, ou il proposerait d'augmenter les prix de journée des EHPAD. Tiens donc, c'est scandaleux. Il faut au contraire, en urgence, interpeller l'ARS et demander des financements exceptionnels. Déjà en 2016, sous prétexte de retour à l'équilibre budgétaire, un plan de restructuration était imposé à l'hôpital. Ça a donné quoi? Que proposera la NAP? On ne sait pas, mais ce qu'a proposé le plan de restructuration, on sait déjà parce que malheureusement on en vit encore les effets. C'est 40 lits fermés et 60 emplois en moins. N'acceptons pas les mêmes remèdes et la même saignée qui tuent petit à petit le malade, l'hôpital public. Il faut donc un budget 2025 à la hauteur des besoins et un financement exceptionnel permettant de résorber cette dette. Il faut en urgence ce financement par l'ARS pour répondre aux besoins de l'hôpital et permettre des investissements qui sont nécessaires à son avenir. Il faut un budget qui permette de porter une stratégie, de pérenniser l'avenir de la chirurgie, de la médecine, de l'obstétrique, des urgences, et d'attirer et de stabiliser le personnel. Il permettrait de maintenir toutes les activités, de respecter le délai global de paiement à 50 jours des factures, de ne pas connaître la situation catastrophique qui est programmée pour les fêtes, c'est-à-dire des fermetures temporaires de lits en fin d'année. Ainsi, concrètement, en médecine gériatrique, sur 26 lits, 10 lits vont être fermés. Ces fermetures programmées, notamment celles de médecine gériatrique, sont liées au non-paiement des agences d'intérim médical en temps et en heure. Les agences attendent le paiement de factures de l'hôpital pour travailler avec le centre hospitalier. Résultat, un poste d'intérimaire médical prévu est parti ailleurs et l'Anion ferme des lits. Autre point d'inquiétude pour le comité de défense. Le budget 2025 que l'on va vous présenter ce matin n'intègre pas la réouverture des urgences H24, c'est-à-dire 7 jours sur 7, sur l'hôpital. Dans les faits, concrètement, depuis la fermeture le 1er mars, la nuit des urgences, et aujourd'hui 4 fois par semaine, ça entraîne une baisse d'activité dans les services, principalement en chirurgie, puisque 35% des passages de patients pris en charge aux urgences sont ensuite hospitalisés. Donc fermer les urgences, c'est dévitaliser l'activité de l'hôpital. Ne pas prévoir une ouverture 7 nuits sur 7 pour 2025, c'est programmer des recettes en moins pour l'établissement. Le service de chirurgie est ainsi fragilisé. Quid de son avenir? La réouverture des urgences 3 nuits par semaine depuis octobre est la touche optimiste de cette fin d'année. Le recrutement d'urgentistes et la recherche dynamique de personnel a permis cette réouverture. La mobilisation de milliers de Trégorois dans les rues de l'Anion en 2024 à plusieurs reprises pour dénoncer cette fermeture et la mise en danger de la population a surtout permis cette réouverture partielle. Tant mieux, mais il faut poursuivre jusqu'à une réouverture complète. Nous sommes toujours à 80 km de Saint-Brieuc et nous sommes encore plus d'habitants. Si on en croit les derniers chiffres de l'INSEE, plus de 100 000 habitants avec un doublement l'été, puisque nous sommes dans une zone touristique. Et Monsieur Botorel, malgré vos déclarations concernant le site de Trestel, de grandes inquiétudes persistent.
la remise en état du bassin serait à nouveau remise en cause, privant ce centre de rééducation d'un outil majeur pour une partie de son activité. Fragiliser ce site, c'est à moyen terme le laisser devenir une proie pour le secteur privé. Pour conclure, et pas pour le coup, sur une note optimiste, c'est l'inadmissible organisation à Lannion au 1er janvier de la régulation de la maison médicale de garde. Encore une remise en cause de l'accès aux soins pour les Trégorois. L'accueil au rez-de-chaussée de l'hôpital des patients chaque soir et chaque week-end, l'accueil des personnes âgées, des enfants, de tous ceux qui ont recours à cette permanence de soins organisée par les médecins de ville, cet accueil est une vraie bouée de sauvetage pour la population. La régulation des patients via le 15 pour accéder à la maison médicale de garde entraînera de fait un afflux d'appels chaque soir sur le 15. Comment le 15 va gérer cette augmentation d'appels? Là déjà, au-delà de la non-réponse aux besoins de la population, comment le 15 va gérer cette augmentation d'appels? Cette plateforme est déjà limite saturée dans les Côtes d'Armor. Et la règle, pour le 15, qu'on ne l'oublie pas, parce que c'est des urgences vitales comme a besoin de consultation, puisqu'il faut rappeler le 15 pour la maison médicale de garde, c'est un décroché dans les 30 secondes. Nous assistons à une nouvelle dégradation de la prise en charge des besoins de santé urgents. Les 7 MMG du département subiraient le même sort au 1er janvier, soi-disant dans la stricte application de la Convention des généralistes libéraux, signée à la CNAM, la Convention des médecins généralistes, applicable d'ailleurs lundi, le 21 décembre. Dans les faits, les généralistes libéraux perçoivent à chaque consultation en maison médicale de garde un surplus de rémunération et la convention médicale demande la validation par le 15 pour que les CEPAM, les caisses primaires d'assurance maladie, payent ce surplus de rémunération. 19 € et 35 € après 20 heures. A priori, c'est pour continuer, je dis bien a priori parce qu'on n'a pas eu d'explication. A priori, c'est pour continuer à toucher ce supplément que les médecins généralistes avec l'ARS organisent cette régulation. Par contre, l'augmentation de la consultation de 26 à 30 € dès lundi est aussi inscrite dans la convention médicale entre les médecins généralistes et la CNAM, sans prise en charge supplémentaire de la Sécu. C'est un peu pour les Trégorois le principe de la double peine. On paye plus cher la consultation, mais on n'y a plus un libre accès. Le comité demande que cette régulation de la maison médicale de garde ne soit pas appliquée à Lannion. Que l'accès direct de la population ne soit pas remis en cause, sachant que les urgences ferment dès 19 h jusqu'à 8 h du matin, 4 nuits par semaine. 4 nuits par semaine, les urgences sont régulées. Et la MMG sera également régulée. Ce n'est pas admissible. Et pourquoi pas, là le comité se tourne vers l'élu national, dans le cadre du PLFSS 2025, qui devrait être soumis aux parlementaires, exiger que la CNAM, par rapport à la spécificité de la maison médicale de garde, mette en œuvre un avenant à la Convention des généralistes permettant une rémunération forfaitaire de la vacation dans une maison médicale de garde et plus du paiement à l'acte, ce qui pourrait dans le même temps assurer une prise en charge sans avance de frais et une permanence des soins accessible financièrement à tous. Parce que cette MMG qui est une vraie bouffée d'oxygène, elle est inaccessible aux précaires et aux pauvres. Il faut payer, il faut avancer les frais. Les dépassements tarifaires dus à l'heure avancée, c'est en minimum entre 60 et 90 € d'avoir une consultation à la maison médicale de garde. Une permanence des soins qui serait du coup, s'il y a une vacation, accessible financièrement à tous. Ce serait la meilleure façon de se souhaiter Yahmad et Blau Esmad. Alors, vous avez dit plein de choses, je n'ai pas tout noté, je ne vais pas pouvoir répondre à tous les éléments à parole, parce que vous imaginez bien que c'est très large.
Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des éléments qui sont peut-être de la responsabilité de l'hôpital, sur lesquels l'hôpital peut agir. Il y en a d'autres sur lesquels c'est de la responsabilité gouvernementale ou nationale, notamment lorsqu'on parle du financement des hôpitaux. Donc là, aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a pas de budget voté. Je ne sais pas ce qu'il en sortira au bout du compte. Je laisserai le député s'il a des éléments pour intervenir là-dessus. Sur la question des urgences, je salue le travail qui a été fait par la direction et par le GHT pour que, à partir du 1er septembre dernier, les week-ends aient été mieux pourvus en fonctionnement des urgences. C'est un premier point. On peut être optimiste pour se dire qu'en 2025, on arrivera à recruter d'autres personnes par un travail d'attractivité et un travail de mise en avant de l'hôpital de Lannion. À ce titre-là, je souligne quand même les articles de presse de cette semaine, la semaine dernière, cette semaine je crois, concernant des urgentistes et des médecins qui sont venus sur Lannion et qui ont été satisfaits de leurs conditions d'accueil et qui prévoient de s'installer. Donc ça met en avant le lobbying qui est fait à la fois par la communauté d'agglomération via son contrat local de santé et par les différents acteurs, que ce soit élus, la profession médicale, pour montrer tout l'intérêt de venir dans un hôpital à taille humaine, celle de Lannion. Donc voilà, je n'ai pas d'éléments pour dire que ce sera réouvert à telle date, de façon pleine et entière, mais en tout cas, tout le monde y travaille. Sur la maison médicale de garde, en l'occurrence, l'hôpital de Lannion ne fait que prêter des locaux. Ce n'est pas l'hôpital qui gère cette maison médicale. Donc là, peut-être que les représentants de l'ARS pourront apporter des éléments si c'est besoin, mais en tout cas, ce n'est pas la responsabilité de l'hôpital. Vous avez raison de souligner qu'on a un gros déficit, qui n'est pas d'hier. Ça fait 10 ans que je suis président de ce conseil de surveillance, ça fait 10 ans que j'entends le même discours sur les déficits de l'hôpital. On est en attente, là, comme partout ailleurs, de réformes importantes sur le financement des hôpitaux. Voilà. Idem sur le financement des EHPAD, puisque que ce soit les EHPAD de l'hôpital public ou les EHPAD gérés par les municipalités comme les deux que l'on a sur Lannion, on est dans la même situation de déficit parce qu'on a une attente, une loi grand âge depuis maintenant très très longtemps, qu'on ne fonctionne que par des crédits reconductibles d'une année sur l'autre, mais qui ne règlent pas au fond le problème. Dans un territoire vieillissant, vous avez raison de le souligner. Donc voilà, moi je n'ai pas les réponses à toutes les inquiétudes que vous mettez en avant. Juste quand même pour préciser que sur le rapprochement polyclinique-hôpital, un certain nombre pensons que c'est une bonne solution, mais on l'a bien dit aussi dès le début, les négociations prendront du temps, et si ça n'aboutit pas, ça n'aboutira pas. Mais en tout cas, il faut au moins essayer de regarder ce qui est possible de faire, et je pense que si on le loupe, on le loupera pour l'ensemble du territoire. Ce ne sera pas que l'hôpital de Lannion qui sortira gagnant de l'affaire, ce sera le territoire qui sortira perdant. J'en suis persuadé. Mais en tout cas, aujourd'hui, les discussions peuvent continuer. À un moment donné, il faudra se poser la question, est-ce qu'il faut arrêter ou pas? Mais pour l'instant, voilà, il y a des discussions en cours. Mais je pense que si ça ne va pas jusqu'au bout, ce sera le territoire globalement qui sera perdant dans cette affaire. Oui, donc et le territoire et donc les patients. Donc vous êtes pour le rapprochement, dites-le clairement. Je l'ai dit plusieurs fois. Je l'ai dit plusieurs fois. Continuons comme ça. Bah, Vous des services publics, on verra bien, monsieur. vous des services publics, Continuons, on veut du public. On verra bien, ce sera le territoire qui sera perdant et ce seront les patients du territoire qui seront perdants parce qu'ils devront forcément aller ailleurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi ce que je retiens, c'est qu'il y a des discussions qui se poursuivent et on verra bien à un moment donné, selon les contraintes des uns et des autres, si ça va aboutir ou pas. Tu négrier peut-être sur la maison de garde? Je vais répondre sur la maison médicale de garde, effectivement, parce que
le fait d'appeler le 15 avant de se présenter spontanément à une maison médicale de garde, c'est pas nouveau. C'était longtemps qu'on le dit. Voilà, il y a une régulation, on appelle le 15. Les médecins actuellement, ils reçoivent des patients pour lesquels il n'y a pas forcément un besoin urgent. Voilà. Le fait d'appeler le 15, ça permet d'avoir un contact médical, d'avoir un conseil, éventuellement d'être orienté sur une consultation en journée le lendemain, quand ça peut attendre, parce que je précise qu'on a mis en place le service d'accès aux soins et qu'on propose des consultations sans rendez-vous en journée, donc on appelant le 15, donc il y a des choses qui ne nécessitent pas une consultation médicale en urgence. Alors il y en a qui le nécessitent, je ne le conteste pas, mais il y en a qui peuvent attendre le lendemain, et donc c'est aussi l'enjeu de la régulation. Voilà, donc et ça, le 15... On n'a pas d'informations sur le service d'accès aux soins. Ça fait, ouais. Et est-ce que, justement, j'en profite puisque vous êtes en face de nous. Oui. Est-ce que vous savez combien d'assurés sociaux dans le département et particulièrement dans le territoire du GHT et encore mieux dans celui de LTC n'ont pas de médecin traitant? Parce qu'ils sont connus des caisses primaires d'assurance maladie. Oui, Et la deuxième question, c'est combien d'assurés sociaux n'ont pas de complémentaire santé? Parce que il y a une vraie difficulté. Je vais bien répondre là-dessus. Je n'ai pas le chiffre sur LTC. Par contre, il y a effectivement une campagne qui a été menée par l'assurance maladie pour trouver des médecins traitants à des patients qui n'en ont pas, notamment des patients en affection de longue durée. Donc on a énormément réduit le chiffre. Alors déjà, il y a des choses, il faut savoir de quoi on parle, parce que quand on parle de patients qui n'ont pas de médecin traitant, il y en a qui n'ont pas déclaré de médecin traitant, mais en recherchant dans les fichiers de la caisse primaire d'assurance maladie, ils ont vu le même médecin au moins 3 fois dans l'année qui précède. Donc voilà, donc ça relativise aussi. Donc on a à peu près, je pense, on a 2000 vraiment une partie je ne conteste pas, il y a 2000 patients qui n'ont pas de médecin traitant répertoriés par la caisse primaire d'assurance maladie. Après, c'est le sujet de la démographie médicale et c'est le sujet de la démographie. Mais sur la maison médicale, je reviens parce que j'insiste là-dessus, et l'information n'est pas forcément connue. On a mis en place ce service, donc on peut avoir des consultations sans rendez-vous. On a demandé aux médecins de s'organiser aussi en ce sens. On peut avoir des consultations sans rendez-vous en journée. Voilà. Et plutôt que d'attendre le soir et de tous aller à la maison médicale de garde, où ça bouchonne, où il y a plein de monde qui attend, où les médecins, parce qu'ils nous disent aussi, terminent des fois minuit, 1 heure, etc. Parce que voilà, il y a du monde qui attend. Alors il y en a qui arrêtent, il y en a qui prolongent et qui retravaillent le lendemain. Donc l'idée, c'est quand même aussi d'avoir un fonctionnement qui soit un petit peu optimal de cette maison médicale de garde pour qu'elle réponde réellement à sa vocation. Je voudrais juste donner un sur les EHPAD peut-être parce que j'entends. Par rapport à la maison médicale de garde, Oui. pour y être allé, Oui. avec des personnes âgées ou des jeunes enfants, ça correspond vraiment à une réponse nécessaire à la population du Trégor, parce que vous avez vu l'observatoire, moi j'ai vu l'Observatoire régional de la santé, l'ARS nous donne peu d'informations, mais on fait partie d'un territoire, comme l'ensemble des Côtes-d'Armor, où on a le moins de spécialistes et de généralistes dans notre département, et moins que la moyenne en France. Comme par rapport à la pauvreté, on a aussi des chiffres qui sont au-dessus de la moyenne, contrairement à l'image qu'on pourrait donner. Donc cette maison médicale de garde, ce qui serait bien, c'est qu'elle soit véritablement accessible à tous. Alors vous dites qu'il y a un service d'accès aux soins. Il est connu de qui ce SAS? Il est connu de qui? La maison médicale de garde? Quelle information vous faites à la population? Et qui? Parce que quand vous dites allez voir votre médecin demain parce que ça ne nécessite pas une consultation en urgence, quel médecin traitant a des consultations ouvertes tous les jours? Aucun dans le territoire. Donc c'est vraiment, et c'est pas de la bobologie, c'est le ressenti d'un besoin de soins. Quand on récupère un enfant à 18h, à 19h, quand on a un problème avec une personne très âgée, et qu'il n'est pas question qu'elle passe la nuit avec d'atroces douleurs, peut-être que le 15 dira c'est pas une urgence vitale, mais pour le bien-être et une réponse à des soins urgents, même s'ils ne sont pas vitaux, la maison médicale de garde le permettait. Et dans votre discours, ce sera « attendez demain matin ». Pas forcément, ça dépend, c'est le médecin qui dit. Moi, c'est le médecin qui apprécie, parce que quand on appelle, on a un médecin qui est un médecin régulateur. C'est lui qui apprécie la situation. C'est lui qui dit, parce que les médecins disent aussi qu'il y a des personnes, j'entends ce que vous dites, et je partage effectivement le fait qu'il y a des besoins. C'est pour ça qu'on met en place des maisons médicales de garde.
Et les maisons médicales de garde, elles sont basées aussi sur le volontariat des médecins. Et il ne faut peut-être pas les décourager non plus, parce qu'il y en a qui viennent pour des renouvellements, pour des... Et pourquoi ils viennent pour des renouvellements, monsieur Négrier? Non, mais Parce qu'ils n'ont plus de médecin traitant. On peut témoigner. Claudine, est-ce qu'elle est là? Tu témoignes? Oui, moi j'ai une personne qui habite Longuevellec, qui a très peu de revenus et qui va effectivement à la maison médicale. Tu fais des avances renouveler son au ordonnance. détriment d'autres choses. Il a été opéré à cœur ouvert et c'est bah, le c'est bien seul. dommage, parce que Eh ben oui, mais il n'a pas C'est de la médecin réalité. C'est pour ça général. qu'on est là. C'est pas le seul exemple. par rapport à ce que vous dites aussi. Il est sur inscrit le- à Vieux-Marché, il est inscrit sur liste d'attente et voilà. Et voilà. Et ça fait 1 an qu'il est inscrit sur liste d'attente. Quand j'ai parlé du SAS, c'est pas forcément le médecin traitant, c'est des médecins qui sont organisés pour avoir des consultations. Il devrait y avoir une obligation. Ben, le service il est connu et on a des plages qui sont vacantes tous les jours. Voilà, je me permets de le dire. C'est simplement- Vous avez entendu notre demande, J'ai compris. qu'il n'y ait mais pas de je dis le régulation 15, des maisons médicales de garde, au moins tant que les urgences seront régulées 4 nuits sur 7. Et nous, on demande un changement de paradigme dans les rémunérations des médecins qui tiennent ces permanences. Qu'un médecin généraliste tienne une permanence de temps en temps, c'est très bien. Je dirais que c'est un petit peu normal qu'il assure les permanences de soins de nos besoins de santé, et que ce soit une réponse à nos besoins de premier recours, quoi. Mais qu'on sorte de cette spirale de paiement à l'acte et de régulation. Le mode de rémunération des médecins, c'est négocié entre les médecins et la CNAM et les conventions médicales que vous avez rappelées. Voilà. Donc là, c'est là. Un mot sur les EHPAD, simplement pour dire que les EHPAD, on parle toujours de désengagement de l'État. Moi, je dis simplement qu'en l'espace de 4 ans, on a progressé sur les dotations soins de plus de 50%. On est passé de 130 à pratiquement 200 millions dans le département, donc c'est pas neutre en termes de politique publique. Je pense au contrôle aussi. Donc voilà, et que nous attachons avec le conseil départemental à avoir un échange régulier avec tous les établissements, parce qu'effectivement la situation est difficile, il y a l'inflation, les coûts de l'énergie, etc. Donc, et là, on a débloqué les crédits en fonds d'urgence, et il y a eu une enveloppe nationale de 100 millions là, qui a été débloquée par le ministère. On a examiné la situation de tous les EHPAD. Il y a eu d'ailleurs une communication dans la presse, donc on a débloqué là très récemment pratiquement 6 millions pour venir en aide aux établissements qui étaient le plus en difficulté. Donc, après, ce sont des chiffres, vous allez me dire c'est pas assez, j'entends, c'est sans doute pas. Mais dans tous les cas, c'est une réalité. Plus de 50% de progression en crédit pérenne et des crédits d'urgence pour les situations les plus difficiles. En tout cas, nous, on est pour le maintien de l'ensemble des capacités des EHPAD publics sur le territoire, particulièrement à Lannion. La gestion de 2 EHPAD est tenue par la commune et sur l'hôpital, ce sont des EHPAD privés, des EHPAD publics, donc on est attentif à leur financement.